De l'impasse à la victoire. Alors, puisqu'on est enfoncé dans les tranchées, là, ici, entre la France et la Belgique, vous avez les forces centrales à l'est et les alliés de l'autre côté. On va passer finalement à la victoire. Et ça, de quelle façon? J'ai une petite animation pour vous montrer les principales batailles. Puis après ça, on reviendra ici. Alors, voici l'animation. Donc, vous avez différentes batailles, ici avec le front allemand qui avance vers la France. Et de l'autre côté, les Alliés, donc les Français, les Britanniques, et on a la tranchée en mauve. Il va y avoir des batailles importantes comme Passchendaele et Vimy, dont je vais vous parler dans quelques instants, même tout de suite. Alors, Vimy, c'est au mois d'avril. On considère la victoire canadienne à Vimy comme un événement déterminant de l'évolution du Canada vers son autonomie. C'est vraiment les bataillons canadiens qui ont réussi à prendre cette crête-là importante sur le haut d'une montagne. Et encore aujourd'hui, il y a un monument à la mémoire de ces soldats canadiens qui ont réussi à prendre la crête de Vimy. En juillet, par contre, les Canadiens perdent près de 4000 personnes, soldats, et près de 12 000 blessés à Passchendaele. C'est une victoire ici, là, dans le nord, là, qui va être très, très meurtrière. Et là, vraiment, on est en 1917. On pense vraiment que la guerre va durer. Et dans cette année-là et début de 1918, il y a deux éléments qui font en sorte que la guerre va tourner. Alors, on va parler des États-Unis puis de la Russie. Alors, pour affaiblir le ravitaillement de l'ennemi, l'Allemagne va décider d'attaquer sans condition tous les navires de transport, y compris ceux des pays neutres, comme les États-Unis. Les États-Unis vont être touchés et on va demander au Congrès américain d'entrer dans le conflit pour vrai en envoyant des soldats. Alors, les États-Unis déclarent la guerre aux empires centraux, donc avec la France et les Britanniques contre les Allemands. Et une chance que les États-Unis sont entrés parce que la Russie, elle va se retirer. Elle est en pleine révolution bolchevique. Donc, les bolcheviks sont dirigés par Lénine. Ils vont devenir le Parti communiste plus tard. Et en pleine révolution dans le pays, la Russie, elle veut plus combattre. Donc, elle va signer une paix avec les empires centraux en mars 1918. Alors, si je reviens un petit peu plus sur la carte d'avant, oui, ici. L'Allemagne, donc, avait des armées du côté russe, des armées du côté français, mais là, puisqu'elle n'a plus besoin d'aller du côté russe, elle va pouvoir envoyer toutes ses armées sur le front français. Il y a une chance que les Américains vont venir aider. Surtout, il faut savoir que les Allemands, troisième point, ben, l'armée allemande est à bout de force, épuisée par les difficultés d'un conflit qui s'éternise. De toute façon, aussi, ces armées étaient séparées. Et ça a fait en sorte qu'il y a un manque de motivation au niveau des soldats et au manque de munitions. Alors, parallèle à tout ça, ici au Canada, il va manquer aussi de soldats du côté des Alliés et on va imposer la conscription. Vous pourriez écouter la petite vidéo, mais aussi je peux vous le décrire. En 1917, l'enthousiasme du début de la guerre s'est estompé. Il y a beaucoup de Canadiens là, qui préfèrent travailler dans l'industrie que de se rendre en France pour s'engager dans l'armée. D'ailleurs, en mai 1917, le Canada perd 2 fois plus d'hommes en Europe que de volontaires qui s'enrôlent. Pour soutenir l'effort de guerre, le gouvernement de Robert Borden dépose un projet de loi qui propose la conscription. Alors, la conscription, à droite, on le voit, c'est le service militaire obligatoire. Et ce projet de loi soulève la colère au sein de la population, surtout au Québec, où de violentes manifestations ont lieu. J'en reparle tout de suite après. Cependant, une majorité de Canadiens anglais sont d'avis que l'effort est demandé, c'est nécessaire pour gagner la guerre. Après de vifs débats, il y a la loi du service militaire qui impose la conscription qui est adoptée en 1917, le 29 août. Tous les hommes célibataires de 20 à 45 ans et en santé sont obligés de s'enrôler s'ils sont appelés. Euh, et pour s'assurer que son projet fonctionne bien, là, Robert Borden va rallier une majorité d'hommes politiques. Il va former un gouvernement de coalition. Il nomme à son cabinet des ministres issus à la fois du Parti conservateur, le sien, et du Parti libéral. Parmi les 22 ministres de ce gouvernement de coalition, il y a seulement 2 Canadiens français qui sont contre le projet. À l'automne 1917, le gouvernement annonce des élections pour le 17 décembre. La question de la conscription est au centre de la campagne électorale. Pour s'assurer l'appui d'un grand nombre d'électeurs favorables à la conscription, le gouvernement décide d'accepter le vote par correspondance de tous les militaires qui sont enrôlés, y compris les infirmières qui ont besoin de gens, donc qui sont d'accord avec la conscription. De plus, il accorde le droit de vote à toutes les Canadiennes, dont un proche parent est membre actif de l'armée. En décembre, Robert Borden est élu. Et ça, ce projet-là de conscription, puis comment il est traduit, ben, ça va causer des émeutes, notamment à Québec. Il va y avoir des exemptions pour des raisons de santé, le fait d'occuper un emploi essentiel à l'économie de guerre. Puis ça, il y a un petit questionnement à propos de ça. Alors, les autorités fédérales décident de faire arrêter les hommes qui échappent illégalement à la conscription. Parce que ici,
il y en a 98% au Québec qui demandent une exemption légale parce qu'ils travaillent pour des raisons de santé, ils travaillent sur des terres agricoles ou dans une usine. Puis, il y en a aussi qui vont refuser de se rapporter. Alors, c'est pour ça que les autorités décident de faire arrêter les hommes qui échappent illégalement à la conscription. Pour ce faire, on va embaucher des agents qu'on appelle des spotters, qui sont souvent brutaux et acharnés. C'est dans ce contexte-là qu'à Québec, il va y avoir des manifestations. Donc, le 29 mars 1918 à Québec, il y a une foule en colère qui assiège un poste de police, renverse un tramway, blesse un agent fédéral à la suite d'une arrestation que la foule juge injustifiée. Des milliers de personnes manifestent. Le maire de Québec demande l'intervention de l'armée après qu'il y ait des saccages aussi et des incendies. Le 1er avril, des soldats tirent sur la foule, tuant 4 personnes et en blessant 70. Le gouvernement fédéral va proclamer la loi martiale qui suspend les droits civils et confère à l'armée tous les pouvoirs. Et alors que la situation en Europe devient critique en raison d'une offensive allemande généralisée, le gouvernement du Canada met un terme aux demandes d'exemption pour les hommes âgés de 20 à 22 ans. Désormais, tous ces jeunes sont recrutés sans exception. C'est pas seulement les hommes qui sont demandés, on va aussi avoir un effort de guerre économique et social. Prenons l'aspect économique. Le gouvernement du Canada a mis en place de nouvelles mesures fiscales. Il y a l'impôt sur les profits des entreprises, impôt sur le revenu des Canadiens et aussi des obligations qu'on appelle des bons ou des emprunts de la victoire. Ce sont des prêts que les Canadiens font au gouvernement et que le gouvernement va rembourser avec des intérêts qui peuvent atteindre 5,5 %. On demande aussi à la population de limiter sa consommation familiale, donc c'est surtout les femmes là, qui vont faire cet effort-là. Sur l'aspect social, parlons des femmes. La guerre est beaucoup plus longue que prévu. On produit une importante quantité de buts de munitions. Cependant, l'enrôlement des hommes entraîne une pénurie de travailleurs. La solution? Demander à des femmes donc, qui sont embauchées dans les usines, sont recrutées pour servir comme infirmières, bien sûr à un salaire moindre. Il s'agit, selon les autorités, de mesures temporaires. Après, les madames, ils vont retourner à la maison. Là. Mais leur contribution modifie la vision traditionnelle de leur rôle au foyer. Puis ça donne un souffle là, à des groupes féministes qui continuent de militer pour les droits des femmes, dont les suffragettes. Les suffragettes, qui vient de l'expression suffrage, qui votent, et les femmes vont obtenir le droit de vote au fédéral en 1918. La guerre va se terminer. 1918, l'armée allemande est épuisée, surtout depuis qu'elle fait face aux renforts américains. Le 11 novembre, la signature d'un armistice, c'est-à-dire une entente signée par plusieurs États pour mettre fin à la guerre, bien, cet armistice-là est signé le 11 novembre 1918. C'est depuis ce temps-là qu'on souligne le jour du souvenir, le 11 novembre. En janvier 1919, là, l'armistice est signé. Maintenant, il faut signer des traités pour mettre fin. Et il y en aura 5, je crois, 5 traités, dont un qu'on se souvient, c'est le traité de Versailles, 28 juin 1919. Oui, bien 5. Le traité de Versailles reconnaît l'Allemagne responsable de la guerre, lui impose de sévères sanctions, comme le fait de limiter son armée et de laisser la région de l'Alsace-Lorraine. Dans ce traité-là, le Canada participe indirectement aux négociations. Il va insister pour que ses représentants signent le traité, ce que le Royaume-Uni va accepter. Et aussi, dans ce traité, on va prévoir la création de la Société des Nations, un organisme chargé de maintenir la paix en favorisant la négociation entre nations. Le Canada y est représenté comme une entité distincte du Royaume-Uni, et ça, c'est quelque chose de nouveau. La guerre, elle est terminée, nos soldats reviennent. Alors, à partir de janvier 1919 et jusqu'au mois d'août, les membres du corps expéditionnaire canadien reviennent peu à peu au pays. On a quand même plusieurs pertes et des gens qui sont blessés. C'est pas facile pour plusieurs d'entre eux de revenir à la vie civile. Certains retrouvent leur emploi d'avant la guerre, alors que d'autres sont au chômage vu que les usines de guerre réduisent leur personnel. Alors, le gouvernement canadien va offrir des formations professionnelles ou offrir des terres agricoles aux anciens combattants, va prioriser leur embauche dans la fonction publique, va leur verser des pensions et aussi payer leurs soins médicaux. Alors, comment le Québec va-t-il évoluer après la guerre au sein de Canada, qui est plus autonome, qui a travaillé fort, envoyé des soldats, notamment aussi avec la crête de Vimy, et qui a une plus grande autonomie face au Royaume-Uni?